Bonjour à tous. Stéphane, tu as ton Ouais. micro coupé. Oui, bonjour à tous et merci de votre présence pour ce webinaire qui est une reprise d'un webinaire qu'on a fait, pas d'un webinaire, une intervention qu'on a fait avec Émilie à Patrimonia. Le sujet est important, le sujet vous concerne directement, donc c'est tout ce qui touche à la rémunération. Vous avez entendu parler des inquiétudes, des bruits de couloir sur est-ce que les commissions nous continuerons à les percevoir ou pas. Donc ça, c'est la première partie de cette présentation. Et puis la deuxième partie, c'est un travail qui est engagé par la Chambre depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Des réunions, on a essayé de se dire, au cas où la pire des solutions arriverait, qu'est-ce qu'on peut envisager, comment on peut anticiper, comment on peut se préparer, comment on peut faire en sorte que, encore une fois, que ce soit la transition, si transition il doit y avoir, elle soit un petit peu préparée, organisée et réfléchie dans nos cabinets. Voilà l'objet de la réunion. Du coup, Donc, on Paola. peut peut-être tourner le slide. Le temps que Paola arrive à nous tourner quelques slides, en tout cas nous mettre le premier slide, vous ne le voyez pas, mais voilà, on a dessiné sur ce slide-là une corde de pendu pour dire que nos commissions risquent d'être étranglées avec un certain nombre de directives certaines vous les avez connues. Donc en 2004, MIF 1, en 2014, MIF 2, en 2018, DDA, et là récemment, donc la RIS. Donc on va revenir sur tout ça. Voilà, les nouveaux modèles de rémunération, si on tourne encore une page, la page suivante, Paola. Voilà. Et on voit bien que une espèce d'arlésienne qui revient régulièrement. On l'avait il y a maintenant près de 10 ans, plus de 10 ans, parce que c'était avant que la MIF arrive. On s'était battu sur ce sujet-là. Et juste pour mémoire, comment dirais-je, l'accord qu'on avait eu aussi bien avec l'AMF à l'époque, avec Bercy, était de dire les commissions, on comprend que potentiellement il puisse y avoir un conflit d'intérêts, mais nous, on supprime ce conflit d'intérêts, nous, la France, nous, les CGP, par la transparence des rémunérations. Et on était rentré dans ce tunnel avec la transparence des rémunérations sur les produits financiers. Donc, c'était avec MIF et tout doucement, on y est rentré ensuite un peu plus tard avec DDA. Et cette transparence des rémunérations, on pensait que, voilà, avec ça, on avait réglé le problème, qu'on n'avait pas à y revenir une bonne fois pour toutes. Et on s'aperçoit que régulièrement, ça revient. Donc, c'est la raison pour laquelle, au sein de la Chambre, on s'est dit, bon, à force de revenir, peut-être que ça va finir par arriver. Est-ce que notre rôle, c'est pas essayer d'anticiper et de voir ce qui peut se faire autrement? Donc voilà, je laisse la parole à Émilie pour commenter un petit peu plus et que vous compreniez dans le détail. Voilà. Paola, slide suivante, du coup. Voilà. Oui. Toi, Émilie. Effectivement, on a été dans une logique sectorielle pendant des années, depuis quoi, une quinzaine d'années au moins, où on a distingué clairement l'assurance, la banque et la finance avec des directives cadres pour chaque secteur sans reconnaître vraiment une logique transsectorielle liée, par exemple, aux produits d'investissement. Donc, on avait effectivement MIF2 côté Produits financiers. DDA côté assurance et puis MCD côté bancaire. Sachant que ça avait ça a toujours, de toute façon, des désagréments, puisqu'on n'est jamais sur une harmonisation complète entre les différentes transpositions et on se retrouve avec des mêmes logiques, c'est-à-dire une distribution qui passe toujours par le conseil, mais avec des discordances et des détails de réglementation qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, les coûts et frais ne sont pas appliqués tout à fait de la même manière, ou la gouvernance produit, selon qu'on soit dans l'assurance ou dans le secteur financier. Pour résumer. Peut-être un slide suivant, voilà. Voilà. Donc, sur la consultation de 2022, c'est un peu l'aboutissement d'une logique transsectorielle qu'on a vu apparaître. On l'a vu apparaître notamment avec déjà la LCBFT, qui est transsectorielle par définition, mais aussi avec PRIPS, qui était une logique transsectorielle, mais qui portait sur les produits d'investissement packagés de détail et qui portait à la fois sur les produits financiers et les produits assurantiels. En 2022, on a eu une première consultation sur la RIS avec une série de propositions dans une logique transsectorielle sur les produits d'investissement de détail. Alors, cette consultation, quand on l'a eue entre les mains, était une consultation assez classique
C'est-à-dire, on était plus sur un axe renforcement de la transparence, renforcement sur les coûts et frais, logique liée à la digitalisation et qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait tout ce qui était notion d'investisseur pro et un possible élargissement, mais on n'avait pas du tout la logique qui a été intégrée par la suite dans la RIS, notamment la notion de market value sur lequel on va revenir. Slide suivant. Donc en mai 2023, on a eu donc la proposition de directive RIS avec donc cette logique transsectorielle qui a été confirmée. Donc une directive omnibus, c'est la première fois qu'on en a une véritablement dans le secteur financier qui va amender toutes les directives, MiFID II, IDD, OPCVM, AIFM, PRIPS, et qui a un calendrier de transposition qui est relativement normal pour une directive, c'est-à-dire entre 2025 et 2027 pour la proposition. La particularité de cette proposition de directive, c'est qu'elle a une clause de revoyure à 3 ans, c'est-à-dire que les principes qui sont énoncés dans la directive sont regardés dans leur mise en application au bout de 3 ans après son entrée en vigueur afin de savoir si elle va être renforcée ou révisée. La suivante. Donc, ce qu'elle nous dit... Peut-être pour préciser un Ouais, point, dis-moi. Émilie, c'est que sur la RIS, notre grande inquiétude avant qu'elle n'apparaisse au mois de mai, qu'on connaisse le texte, c'est effectivement l'interdiction des commissions. Oui, exactement, c'était la slide suivante d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et je te laisse. Voilà. On avait effectivement cette rumeur persistante, mais comme tu le disais, c'était un peu serpent de mer. À chaque fois qu'on a une révision de directive, on a toujours ce débat sur est-ce que la directive va interdire ou pas les rétrocessions de commission. Ça a toujours été le débat, étant donné que, par exemple, les UK, avant qu'ils sortent de l'Union européenne, et puis les pays du Nord sont plus en faveur d'une interdiction des rétrocessions de commission. Donc, on a toujours ces débats au sein de l'Union européenne. Et c'est revenu avec... une certaine persistance lors du projet de la RIS. On s'est demandé effectivement si on revenait vers cette possible interdiction des rétrocessions récurrentes dans le cadre de la relation continue avec un client. Résultat, donc... Et a priori, je veux dire, quand on a lu les textes, on se dit, tiens, chouette, l'interdiction des commissions n'est pas dans le texte. C'est ça. Donc, slide suivante. Oui. Mais le diable se cache dans les effectivement, détails. on a eu une bonne surprise, comme le dit Stéphane, avec le fait que dans la RIS, effectivement, on n'a pas eu cette interdiction des rétrocessions de commission. Donc, à la première lecture, c'est plutôt une bonne nouvelle. Chambre autre que la nôtre s'en sont félicités par voie de presse. Après, si on regarde de façon un peu plus détaillée la logique qui est prise par la RIS, c'est une logique qui est indirecte. C'est-à-dire qu'on ne va pas interdire les rétrocessions, mais quelque part, on va changer complètement d'optique dans le cadre de la distribution des produits d'investissement au sens large du terme, avec une rupture totale de la logique qu'on avait tout le long donc, de ces 15 dernières années, avec une rupture sur notamment le suivi du client dans le temps et le fait que la rémunération soit en fait récurrente, soit liée à une contrepartie d'un service de conseil dans la durée. Donc la RIS, en fait, ne met pas la notion de conseil de qualité au premier niveau, on n'a plus le concept d'amélioration du service rendu et ça se retrouve remplacé pour le conseiller par la notion de produit le moins cher. Avec un paradoxe, c'est-à-dire qu'on avait avant un certain nombre de règles pour justifier des commissions récurrentes dans le temps, donc cette fameuse amélioration du service rendu dans le temps, avec le fait qu'on doit suivre son client une fois par an, etc., etc., etc. Maintenant, si on regarde la RIS, en fait, on est sur des choses qui sont beaucoup plus vables. Si je regarde un peu, si je vous donne une citation, il faut que le client soit informé de leur perception par l'entreprise, bon ça c'est un peu logique, et qu'elle n'affecte pas l'obligation de l'entreprise d'agir de façon juste, professionnelle et dans l'intérêt de son client. Donc on voit qu'on revient à des logiques qui sont très high level et qui sont moins précises que ce qu'on avait auparavant, de façon paradoxale. Ce qui, pour rester sur les principes vagues que tu évoques, est la source d'inquiétude pour nous, parce qu'effectivement, quelle commission serait interdite, quelle commission ne serait pas interdite, et autres
autre joyeuseté qu'Émilie va vous présenter sur les benchmarks et autres. Et effectivement, quand les textes sont vagues, bah, nous, on est plutôt inquiets, quoi. On est plutôt inquiet. Ouais. Donc, si on regarde la nouvelle forme de conseil avec Clarisse, comme je vous le disais, on n'est plus dans la logique du service de qualité, mais on est sur une logique qui est sur 2 plans. Donc, d'abord, l'adéquation du produit avec le client, ça reste la même chose. Donc, on va avoir un produit en adéquation avec le profil financier et le profil ESG, le cas échéant du client. Mais on va en fait faire son choix parmi les instruments financiers les moins chers et les plus simples. Et c'est là qu'on rompt en fait avec notre position traditionnelle, puisque effectivement, en fait, on va avoir une nouvelle superposition d'obligations dans le conseil. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez sélectionné via la gouvernance produit des produits qui sont en adéquation avec votre marché cible, puis ensuite on travaille avec vis-à-vis du client final, rechercher effectivement le matching entre le profil financier du client et le produit que vous allez lui proposer. Maintenant, on va avoir 2 couches supplémentaires, c'est-à-dire on va travailler sur une gamme de produits suffisante, on va effectuer l'adéquation vis-à-vis du profil financier du client. Parmi les produits jugés adéquats, on va recommander au client les produits les moins chers, et ça, c'est vraiment la nouveauté. Et parmi ces produits les moins chers, les produits les moins compliqués. Si on essaye un peu une comparaison pour vous faire comprendre, en gros, on serait en assurance, si je prends une référence assurantielle, en niveau 3 de conseil, de façon systématique, puisque vous allez faire à chaque fois un travail de comparaison, plus un exercice sur le produit et sur son prix surtout, plus un exercice sur la simplicité du produit choisi. Donc, on se retrouve effectivement avec du coup un parcours conseil client adéquation qui est plus compliqué, et qui implique de ne pas regarder forcément la qualité du produit, mais avant tout de regarder le produit qui va être le moins cher et le plus simple, ce qui n'est pas du tout ce qui est pas forcément dans l'intérêt du client. Je sais pas Peut-être autrement, pour le dire peut-être autrement avec des produits qu'on connaît tous. Finalement, entre d'un côté un produit structuré, même à capital garanti, mais dans lequel il y a une complexité qui n'est pas évidente, dans lequel il y a des frais à l'entrée qui peuvent être un peu plus importants que ce qu'on trouve par ailleurs, et de l'autre côté un ETF, un tracker qui est le produit certainement le plus simple. Hein. On suit un indice, on suit une valeur, on suit un marché avec des frais sur les trackers dont on sait qu'ils sont certainement les produits les moins chers, encore qu'il faut vérifier effectivement les droits d'entrée, les droits de sortie que parfois ont les trackers. Donc, mais en gros, voilà, ce niveau de produit archi simple, ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction de commission, mais si vous vendez un tracker, où est-ce que vous trouvez votre commission? Si effectivement on a un produit, si on a par exemple, on met en place sur un contrat, encore une fois une enveloppe assurance vie ou un compte titre, si on met un OPCVM CleanShare, s'il y a des OPCVM retail, c'est bien pour payer la distribution. Si on est sur le CleanShare, il n'y a plus matière à récupérer, je dirais, la commission qui nous revenait. Donc le produit moins cher, par définition, exclut l'accompagnement, exclut le conseil. Donc, il n'y a pas d'interdiction de commission, de rétrocession. Donc, on est content, mais finalement, on doit produire. Ils ont contourné en disant vous allez finalement délivrer le produit le moins cher et comme vous ne pourrez pas vous payer sur le produit le moins cher, quelque part, ça revient à interdire ça reviendrait, parce que je pense qu'il faut rester pour l'instant encore au conditionnel, ça reviendrait à interdire les commissions de facto. Slide suivante. Slide suivante, du coup, ça on l'a fait. Voilà. Donc la question, c'est de savoir quel est le produit le moins cher. Et en fait, ce qu'il faut retenir au-delà du tableau, c'est qu'on va avoir un nouveau pricing process qui conduit en fait à une planification quasi étatique des prix des différents produits, puisque vous allez devoir quantifier tous les coûts d'un produit et le justifier et le comparer à un benchmark de produits équivalents qui est au niveau européen. Donc c'est pour l'instant ce qui est contenu dans la proposition directive, sachant qu'on fait du lobbying actif déjà, bon, d'une part pour que ce benchmark ne soit pas retenu,
Donc ça, c'est l'optique la plus ambitieuse. D'autre part, à tout le moins que ce soit un benchmark qui soit au niveau national pour des produits équivalents. Parce qu'en France, comme vous le savez, on est quand même sur un marché qui est particulier, puisqu'on est sur un marché de la gestion active de qualité, marché de gestion active dont les frais de gestion sont relativement élevés. Et on le sait tous, les frais de gestion en France sont parmi les plus élevés d'Europe. Donc, ce qui est ciblé clairement, en fait, c'est bien la gestion active et les produits classiques qui sont proposés sur le marché français. Donc, le benchmark va en fait nous mettre en compétition avec des produits qui ne sont pas du tout les nôtres, qui sont européens et qui sont du coup, qui vont être nécessairement moins chers. Si vous comparez de la gestion active avec de la gestion passive, il n'y aura pas photo effectivement sur le pricing process, quoi. Et ça va aussi ralentir les processus de commercialisation de produits, puisque en fait le pricing process va être fait en amont de la commercialisation d'un produit. Donc vous imaginez, on structure un produit, c'est déjà long. Et avant toute commercialisation, on va devoir justifier de ses coûts, justifier auprès du régulateur qu'on est soit dans le cadre du benchmark, soit en dessous. Et si on est au-dessus, on va devoir justifier du fait que c'est justifié. Enfin, c'est le cas de le dire. Donc, on va avoir effectivement quelque chose qui va être très lourd administrativement. Et on va renforcer ça par un deuxième fil qui va être celui du distributeur, qui lui aussi va devoir vérifier ce benchmark. Et à chaque fois qu'on va commercialiser ou référencer un produit, on va devoir vérifier de la même manière qu'on est bien dans le benchmark du produit qu'on commercialise. Là-dessus, je voudrais rajouter un petit commentaire, c'est que on va avoir, je pense que cette réglementation, quelque part, va nous inviter à revoir aussi la façon de commercialiser les produits. C'est-à-dire commission ou pas commission, de plus en plus, je crois que les autorités, qu'elles soient nationales ou européennes, vont se poser la question de se dire, voilà, OK, vous prenez peut-être 3% de frais d'entrée ou je ne sais quoi, vous prenez tant de frais de gestion, mais in fine, est-ce que le produit est rentable ou pas? Et in fine, est-ce que le client gagne de l'argent ou pas? À partir du moment où, je veux dire, vous avez de la performance, le couple rendement-risque est établi en votre faveur, mais si effectivement c'est pas le cas, ça risque de poser problème. Donc, en tout cas, problème pour justifier ces commissions. Donc, c'est là-dessus. Si, comme le disait Émilie, on a nous cette gestion active qui est propre à la France, qui est c'est notre modèle économique. Il faut que cette gestion active qui coûte plus cher, finalement, rapporte. Parce que si effectivement c'est pour faire perdre de l'argent au client dans les performances, alors qu'il en a déjà perdu dans les frais qui accompagnent cette prestation, c'est sûr que là, on va se faire démolir. On va passer au slide suivant. Donc, de façon récente, on a eu un projet de rapport de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, donc avec Stéphanie Yonne-Courtin comme rapporteur, qui a essayé de proposer un certain nombre d'amendements au texte. Bon, alors, est-ce qu'ils vont être retenus ou pas? Ça, on ne sait pas. En gros, ce qu'on a vu sur la première lecture, c'est une proposition de clause de revoyure à 5 ans et non plus à 3 ans, avec une appréciation plus large, c'est-à-dire moins axée sur les coûts des produits et plus axée sur la qualité du marché. Donc, on va voir si effectivement c'est retenu ou pas. L'introduction du principe de qualité et de rentabilité, donc elle a introduit le concept du produit le plus rentable dans le cadre du conseil, c'est-à-dire que le conseiller doit s'assurer effectivement que le produit qu'il va conseiller est un produit qui est rentable, et rentable par rapport à ses coûts. Donc c'est effectivement ce que disait Stéphane en fait. Voilà, donc une comparabilité entre les deux. Les discussions sur la value for money, alors elle supprime dans le texte, mais elle n'est pas défavorable à une poursuite des discussions, donc c'est un petit peu ambigu comme formulation. C'est-à-dire que le texte de l'amendement supprime, mais dans les exposés de principe, on voit qu'elle affirme qu'il faut continuer à discuter sur ce point. Elle ne ferme pas totalement le chemin de la value for money. Donc, à voir.
Après, elle a introduit des choses qui n'ont rien à voir avec la RIS, donc ça, c'est plus particulier. On a la notion de finfluenceur, avec un encadrement qui est proposé. Donc là, c'est complètement différent de la RIS originale. Je ne sais pas si ça va être retenu, et l'encadrement des fournisseurs de données. Donc, on a deux thèmes qui n'ont strictement rien à voir avec le texte original qui ont été introduits via ces propositions d'amendement. Et on a ce qu'il faut retenir, donc cette clause de revoyure qui est ramenée à 5 ans, et puis le fait qu'elle essaye de supprimer la notion de value for money, mais on ne sait pas le succès de ce type de proposition au Parlement européen. J'ajouterais que face à avant de passer à la suite, je rajouterais que quand on était en attente de ce texte, donc avant le mois de mai, peut-être certains d'entre vous ont lu les commentaires qui ont été faits aussi bien par le directeur général du Trésor à Bercy que par la présidente de l'AMF, que par la secrétaire générale de la CPR, et même par un député allemand, qui sont montés au créneau en disant l'interdiction des commissions, non, c'est pas possible. Et nous, aujourd'hui, quand on va discuter avec Bercy, et on a vu le représentant à la direction générale des assurances, qui est intervenu en plusieurs conférences, Martin Landais, pour le citer, et qui disait clairement il y a une ligne jaune que Bercy considère que l'Europe ne peut pas franchir parce qu'on a un modèle économique en France qu'on considère vertueux, et casser ce modèle économique, c'est-à-dire ce modèle économique, c'est toute la chaîne de distribution entre les fabricants de produits, les fabricants d'enveloppes, que sont les compagnies d'assurance, quand on passe par l'assurance, les fabricants de produits, donc les sociétés de gestion, et puis les distributeurs que nous sommes. Et avec ce système, encore une fois, de commissions, peu de casse, peu de contentieux, et un système qui paraît, encore une fois, vertueux à tout le monde. Donc, une position assez affirmée, c'est pas souvent que j'ai entendu ça, mais assez affirmée de nos autorités, si je puis dire, pour dire non, il y a une barrière à ne pas franchir, parce que sinon, on ne laissera pas faire. En tout cas, c'est ce qui est dit. Et on a la chance, effectivement, comme l'a dit Émilie, que la commission pour ce projet de rapport, enfin le projet de rapport, et la personne qui s'en occupe, le rapporteur, soit une députée française qui, je pense, elle aussi, je ne veux pas dire qu'elle reçoit les directives, mais elle aussi aura tendance à tirer dans le même sens et à protéger notre modèle économique. Après, on Donc, ne sait pas peut-être aussi l'efficacité pour sur la un petit durée de... commentaire, Émilie, Ouais. que tu pourrais nous faire sur le timing, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, mais aujourd'hui, on est dans un projet, demain, il y a des élections, peut-être que tu peux aussi nous dire quelques mots là-dessus, sur l'arrivée potentielle de cette directive. Moi, je pense pas que les élections auront un impact là-dessus. Après, tu pourras me contredire, Stéphane, hein. Mais si le timing est relativement serré, puisque bon, c'est toujours un travail de transposition directive. Donc là, on va avoir effectivement des Mais alertes. pour l'instant, on n'a pas encore le texte. On n'a Nous, pas quand on encore le discute, texte, non. nous, quand on Et discute on est dans avec le cadre des discussions, ce type de discussion avec des amendements proposés par le Parlement européen, etc. tout à fait. Nous, quand on discute avec Bercy, on nous dit que voilà, le rapporteur veut clore le sujet Oui, avant exactement. novembre, voire décembre de cette année. Donc, ça serait très tôt. Quand on discute, on nous dit, bon, peut-être quand même que ça va prendre un petit peu plus de temps. Et le fait qu'il y ait des élections, on nous a clairement dit que ça n'allait pas changer le fait qu'un jour ou l'autre, cette RIS va sortir. Mais peut-être que voilà, ça va créer un petit peu de délai par rapport D'où à... le fait que j'ai indiqué 2025 à 2027. Voilà, tout à fait. Parce que derrière, pour le rappeler, il y a le fait de se mettre d'accord au niveau de la commission, du Parlement, du trilogue, ensuite le délai de transposition, et puis ensuite le délai de mise en application. Donc, quand bien même le pire serait écrit, on a aussi un peu de temps. Quand je dis on, c'est nous au niveau des cabinets ou également l'ensemble de la chaîne de distribution pour peut-être revoir comment dirais-je, les modalités de commissionnement par rapport au modèle qu'on connaît, par rapport à ce texte qui est proposé. Et avoir des précisions aussi, parce que là, on est sur un projet de directive cadre, mais on aura aussi tous les règlements délégués, les actes délégués, les positions et orientations de l'ESMA, de l'EIOPA, etc.,
qui vont un peu nous préciser les choses, puisque là, on reste encore à discuter sur des principes qui sont quand même relativement larges. Voilà. Alors, préciser que d'abord, on a répondu, nous, à cette consultation en son temps et qu'aujourd'hui, effectivement, on a pointé du doigt les choses qui nous semblent floues, vagues, méritant d'être précisées parce que les incertitudes, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas ce qu'on aime. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, ben voilà, comme on l'indiquait au départ, hein, quel impact possible sur notre modèle de rémunération, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est ce à quoi on a essayé de réfléchir et ce à quoi aussi ce vers quoi tendent aussi certains CGP qui essayent d'être innovants, d'être en avance et d'anticiper en disant que ça arrive ou ça arrive pas. Moi déjà, je me configure en interne pour me préparer et ne plus être associé ou lié à ce principe de rémunération par le biais des commissions. Peut-être passer donc au slide suivant. Donc voilà, comme on l'a dit, donc les effets possibles de ce qu'on appelle la fair value, c'est effectivement, on n'a pas d'interdiction de rétrocession de commission, mais c'est écrit entre les lignes. Si effectivement vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, sur les produits les moins chers, s'il n'y a pas de marge, encore une fois, je prends l'exemple de la clean share ou de la retail share, forcément, la part qui a des frais ou la part qui n'a pas de frais, forcément, c'est deux modèles différents. L'un dans lequel on vit comme on le sait actuellement, et l'autre dans lequel on ne vit plus. C'est un Il peu ce faut qu'on trouver une autre retrouve, façon de vivre. c'est un peu ce qu'on retrouve actuellement sur le marché des IOBSP, hein, si on voulait faire une comparaison, Stéphane. Et puis, c'est ce qu'ont vécu de toute façon les Anglais, hein, Oui. qui, j'en parlais hier avec des acteurs qui étaient en Angleterre à ce moment-là, et qui disaient que voilà, le modèle a dû se réinventer avec aujourd'hui comment dirais-je, beaucoup d'ETF, comme on le disait tout à l'heure, hein, et avec des marges augmentées sur les ETF. Enfin, on va continuer de poursuivre, mais voilà, il faudra réinventer quelque chose. Donc, comme je le dis, si le producteur baisse ses taux de rétrocession, la rémunération directement du client sur la base de la qualité du service apporté, c'est la partie conseils patrimoniaux, c'est la partie planification sur le long terme, toute la partie service de placement, avec une exigence de résultat. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est sans doute là où notre métier va devoir prendre un virage, parce que c'est plus seulement de l'épargnant qui nous dit voilà, je vous confie de l'argent, après ça monte, ça baisse, on est sur de la durée, et malgré tout ça finira bien par s'améliorer. Et puis de toute façon, pour moi client, eh bien c'est de l'épargne que j'ai mis de côté, donc voilà, et vous me l'avez placé dans tel ou tel contrat, avec peut-être plus d'attention sur un contrat d'assurance vie pour ses avantages successoraux que sur les performances qu'on pourrait en attendre. Donc je pense que là-dessus, les performances maintenant, l'Europe a l'œil rivé là-dessus en disant on se coupe le rendement risque, il va falloir le regarder d'un peu plus près. Alors on voit bien que dans nos modèles de rémunération, on a d'un côté donc les honoraires qu'on connaît quand on fait un bilan patrimonial, quand on fait une prestation de conseil pur, et puis ces commissions. Donc comment faire basculer nos modèles économiques sur quelque chose qui serait sorti de la contrainte qui est en train de nous imposer la Sachant que le RIS. modèle honoraire reste quand même Donc, si on accessoire passe au dans nos slide métiers. Ouais. suivant, Stéphane, oui, voilà. je voulais Donc, comme je compléter, mais disais, c'est on pas connaît grave. déjà le honoraire, Oui. Vas-y. les honoraires au forfait, les honoraires au temps passé. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose d'assez connu. Et la réflexion qu'on peut avoir, et Émilie peut en témoigner, puisqu'elle a déjà, elle, des clients qui lui ont demandé de concevoir comment dirais-je, des lettres de mission dans ce sens-là, c'est de faire évoluer le modèle de rémunération existant sur la commission avec une autre approche. Peut-être tu peux en dire deux mots, Émilie? Oui, alors il y a déjà un bon nombre de family office qui marchent sur ce modèle-là depuis plusieurs années, hein, pour être transparente. C'est-à-dire qu'on a un modèle où
on est rémunéré sur l'encours qui investit. Alors après, c'est la définition de ce qu'on entend par encours. Est-ce que c'est l'encours financier ou c'est l'ensemble du patrimoine? Et avec un success fees, le cas échéant, c'est-à-dire avec des exigences de résultats. Donc on le voit, c'est un modèle qui n'est pas inconnu en fait de notre marché, puisque sur les family office notamment, on l'a depuis plusieurs années. Après, ce qu'on voit apparaître, c'est des nouveaux acteurs qui réfléchissent à ce type de modèle également, notamment sur un élargissement du panel des instruments financiers qui peuvent être commercialisés. On pense notamment aux actions cotées, notamment aux ETF, etc., qui se développent. Et du coup, les acteurs se demandent comment se rémunérer, puisque par définition, on n'a pas de rétrocession si on fait de l'action cotée sur un compte titre. Du coup, on a cette réflexion d'un certain nombre de CIF. On l'a vu sur le cycle de webinaire sur stratégie patrimoniale et action cotée, mais sur un modèle de rémunération qui permet d'être correctement rémunéré sans avoir recours aux rétrocessions de commission. Donc, ça passe par une rémunération sur l'encours qui investit avec un success fee, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Slide suivant. Je rajouterais avant peut-être d'être de ce slide suivant, c'est que je connais quelques CIF qui aujourd'hui ne font que du titre vif, ne Oui. prennent que des clients alors faut bien le dire, hein, qui ont des montants importants de patrimoine, donc Ouais. ne prennent que des lignes à 1 million d'euros, mais qui s'engagent à avoir du résultat. Donc, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, moi, vous me confiez 1 million d'euros, mais je vais vous faire de la performance à 2 chiffres parce que je vais arbitrer, je vais aller chercher des valeurs cotées ou non cotées et je vais vous sortir une belle performance. Et sur cette performance-là, bah, si elle est au rendez-vous, moi, je prends ce success fee. Donc, il y a les family office, mais il y a également donc certains CIF qui se sont spécialisés. Mais ça sous-entend ce que j'ai déjà dit, mais que je redis avec insistance, c'est que voilà, on doit avoir une approche dans laquelle on ne promet pas seulement de la performance, mais on doit, entre guillemets, un petit peu plus s'engager sur je vous ai fait une allocation, ouais, elle n'était pas terrible, non, ça ne suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut réfléchir, alors que ce soit sur du private equity, que ce soit sur les ETF, que ce soit sur des produits structurés, vraiment avec une analyse sans doute plus profonde sur le produit pour faire de nous des gens qui vraiment apportons de la performance et du résultat. Sinon, si on ne fait pas mieux, l'Europe aura beau jeu de nous dire, écoutez, vous enlevez tout ça, vous mettez les ETF, au moins c'est clair, c'est pas compliqué, etc., etc. Et je Alors, pense aussi dans le cadre, juste pour t'interrompre, vas-y, je dans t'en le prie. cadre peut-être d'une stratégie patrimoniale qui est vraiment dessinée, c'est-à-dire de la planification patrimoniale, etc., etc. Ce qu'on n'a pas forcément en France, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de bilans patrimoniaux ou d'études patrimoniaux en vue de préconiser des produits. Je pense que la logique, justement, pour accompagner un client dans le temps sur la base de la rémunération sur encours, ça va être aussi d'axer la réflexion et d'axer le conseil sur de la stratégie patrimoniale à long terme pour justement pouvoir justifier auprès du client le fait qu'on l'accompagne à partir d'une rémunération sur la durée et sur l'encours. Peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, il y a la stratégie patrimoniale dans le bilan patrimonial qu'on connaît, dans lequel on dit, voilà, vous avez tant d'enfants, vous avez tant de patrimoine, vous avez des problématiques de revenus parce que vous avez pris votre retraite, vous avez des problématiques de succession parce que le patrimoine est important, voilà, tout type de problématiques qu'on étudie, je dirais, dans un cadre bilan patrimonial, j'allais presque dire plus civil, et avec les conséquences économiques, alors qu'il pourrait très bien aussi y avoir des bilans patrimoniaux ou une approche patrimoniale qui serait de dire, voilà, on va préparer par exemple le coût des études de vos enfants, on va préparer la retraite, et donc on va investir pour faire en sorte que dans 15 ans, vous ayez atteint telle somme parce que les études de votre fils, les études supérieures vont vous coûter 50, 100 000 euros. Donc, on va préparer cette poche. On va préparer une poche pour la retraite. On va préparer une poche pour la dépendance. Donc, voilà, et avec donc des bilans, je dirais, qui seraient, comme tu disais, des bilans patrimoniaux, mais orientés thématiques et orientés purement financiers, quoi. On doit obtenir telle somme à telle échéance. C'est moins statique, c'est plus dans la prospective. Et sur Exact. la construction de projets à long terme. Projet, voilà.
Voilà. J'ai vu une question, enfin une remarque en nous disant c'est des modèles qui sont connus effectivement pour les family office, mais pas pour les plus petits clients. Mais c'est bien le sujet, en fait, c'est ce à quoi on fait référence. Réfléchis. Clarisse, en fait, va forcer quelque part, si elle passe en l'état, les plus petits CGP à prendre ce type de modèle comme modèle de référence. D'où le fait qu'il faut être familiarisé, je pense, avec ce type de sujet dès maintenant pour pouvoir réfléchir à des propositions de services qui vont en ce sens si les discussions qui sont actuellement menées confirment les dispositions de l'ARIS. Oui, d'une façon générale, et là aussi pour rebondir sur ce que tu dis, on voit bien qu'un certain nombre de produits n'étaient pas à notre main pour les petits montants. Le private equity, avant, c'était 5 millions d'euros. On voit qu'aujourd'hui, ça descend avec des fourchettes moindres, certains avec une fourchette à 100 000, enfin un seuil à 100 000, et d'autres aujourd'hui maintenant qui sont en train de se construire grâce à tous les outils digitaux qui permettent effectivement de réduire les coûts. Donc, ce qu'on pouvait peut-être pas faire hier, aujourd'hui, on peut le démultiplier parce qu'effectivement, il faut arriver à faire ce que font des family office pour des petits montants. Ensuite, effectivement, alors je vois une question aussi qui est posée. Le client ne veut pas payer d'honoraires. On a bien conscience que, ou ne peut pas, on a bien conscience que payer des honoraires, c'est pas la même chose que être rémunéré par des commissions. Déjà, tout simplement parce que se rajoute la TVA. Vous facturez 100 à un client, quand c'est des commissions, ben, c'est transparent pour lui, ça ne lui coûte pas je dirais, d'argent sur lequel il a déjà payé des impôts, et en plus, ça va le pénaliser puisqu'il va payer 20% de TVA. Et là, on ne parle pas de rémunération en honoraire en front, on parle de rémunération sur encours investi. Donc effectivement, c'est perçu sur l'encours, c'est pas perçu en tant que facture directement, facture au client comme le ferait un avocat. Tout Voilà, à donc fait. effectivement, du coup, c'est entre guillemets peut-être plus psychologiquement acceptable Acceptable. que de l'honoraire pur, comme un avocat par exemple. Effectivement, je vois la phrase la question qui est posée. Le sujet sera surtout sur le front. Bah, effectivement, bah, on peut peut-être passer sur le slide suivant. L'idée, c'est de se dire que si on est dans un modèle économique qui est le nôtre, où grosso modo, sur un montant d'encours, on perçoit, on va dire, mettons, pour faire un compte rond, 1% de commission. Alors, je sais bien que voilà, quand on est en euros, c'est moins, et si on fait du structuré, c'est plus. Mais pour prendre un exemple, on met 1%. On pourrait expliquer aux clients, en tout cas c'est la réflexion qu'on vous propose, c'est ce qu'un certain nombre d'acteurs mettent en place, en disant écoutez, voilà, on va vous proposer, encore une fois, je donne un exemple, sur 1%, moi, monsieur le client, 1%, c'est ce qui me permet de gagner, de vivre, de continuer à faire mon travail correctement pour vous. Et je vous propose la chose suivante, je vais vous prendre par exemple en upfront, mettons 0,3%, parce que je m'occupe, je suis votre portefeuille. C'est un petit peu d'ailleurs les barèmes des sociétés de gestion qui sont entre 0,3 et 0,5. Et là-dessus, je vais essayer de vous apporter le produit le plus performant. Et Mm. sur cette performance-là, je vais prendre un success fees. Un success fees qui peut-être, comme il est conditionnel, peut-être pourrait être supérieur. Au lieu qu'il soit de 0,7, pour être, mettons, de 0,8 ou de 0,9. On peut ensuite imaginer, plus je fais de succès et plus je monte, on peut avoir une grille qui monte avec le taux de performance. Se pose par contre, une fois qu'on a dit ça, se pose plusieurs questions. D'abord, comment on définit la performance? Mm. Ça, c'est pas évident parce que est-ce qu'on la définit sur une année? Est-ce qu'on la définit sur 2 années? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si une année on est performant et l'année suivante on n'est pas performant? Donc voilà, il y a un certain nombre ouais, qui quid en cas de performance négative. Je vois À ce moment-là, en fait, on prend un peu le le modèle des message arriver. brokers. Voilà, Effectivement, tout à fait. c'est une vraie question, une vraie interrogation. Mm. Quid de la cote-part? Effectivement, est-ce que je prends 3% ou est-ce que je prends 2% ou est-ce que je prends 4%? Oui, est-ce qu'on Alors non, rembourse le on client? rembourse pas le client. Non, Non, en fait, ce qui se passe souvent quand on a du success fees, c'est qu'on marche comme les brokers, c'est-à-dire que vous avez investi par exemple 120, donc l'encours sur lequel on se base, c'est 120. Si on calcule de façon annuelle, l'année d'après, on est à 121, donc on a du success fees. L'année d'après, on est à 125, on est en success fees.
L'année d'après, on est à 119, ben, on n'a pas de success fees. L'année d'après, on est à 120, ben, on n'a pas de success fees. Et jusqu'à ce qu'on remonte à 125, en fait, on n'a pas de success fees. Après, c'est définir la périodicité là-dessus. C'est des choses qui sont déjà utilisées, notamment aux États-Unis, et qui permettent effectivement de ne pas avoir de comment dire, de contre de rendre. psychologique chez le client. C'est-à-dire que vous allez pas lui dire: «Bon, bah, je vous prends des frais de performance, lorsque je gagne, et lorsque vous perdez, bah, c'est pour vous». Voilà, c'est du donnant-donnant quand on réfléchit sur des success fees en matière, financière. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de la une performance, une surperformance. C'est-à-dire qu'il y a une commission de surperformance. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, on est à 100, mais il faut atteindre 120 pour que ça se déclenche. C'est ce qu'on appelle, je crois en anglais, le high watermark. On met un trait, le trait d'eau, et effectivement, alors à convenir également avec le client, hein, parce qu'on peut dire que voilà, il est à 10%, il est à 1%, à partir de quand on considère que on a Mmh. cette rémunération complémentaire, quel pourcentage. Donc, il va y avoir une vraie discussion. Je pense qu'on peut passer d'ailleurs sur le slide suivant, sur le périmètre à définir. Qu'est-ce qu'on englobe dans les actifs? Est-ce que c'est tous les actifs? Est-ce qu'on englobe tous les actifs qui sont ceux du client? Est-ce qu'on englobe uniquement les actifs qui sont les nôtres? Voilà, donc il y a ça à définir. Où est-ce qu'on met la barre? Quel est le rythme, la périodicité auquel on encaisse ces éléments de surperformance ou bien d'upfront ou de fixe, si je puis dire. Voilà, comme on le dit à la fin, voilà, tout ça c'est à votre imagination. Mmh. Alors effectivement, j'ai vu passer deux questions. Une, que font les sociétés de gestion pour nous aider? Ce qu'il faut savoir, c'est que on est tous, comment dirais-je, Dans le même bateau. arc-boutés sur la protection de notre modèle. Nous, on considère que voilà, on a vendu, on a vendu la protection de ce modèle à l'AMF, à la Mmh. CPR, à Bercy, et eux. À la Commission européenne. Alors, eux vont le vendre ensuite derrière à la Commission européenne. Alors, parce que notre poids, il faut être très clair, hein, notre poids au niveau de la Commission européenne, il est comment dirais-je, il est moindre que quand c'est Bercy qui parle et qui est directement dans l'étape de négociation. Donc, nous, en fait, on fait défendre notre modèle par, par ces interlocuteurs-là qui sont présents aux tables de négociation. L'AFG avec lesquels on discute également, donc elle présente une partie des sociétés de gestion, est également présente, elle-même ayant plus de moyens, fait également du lobbying directement à Bruxelles sur le sujet. Donc voilà, c'est quelque chose, je dirais, qui est en cours. Tout le monde pousse dans le même sens. Je crois que c'est un petit peu la chance qu'on a, si je puis dire, dans cette difficulté, c'est que tout le monde souhaite maintenir ça. Donc là, il y a une harmonie, une homogénéité, une convergence. Maintenant, encore une fois, c'est pas gagné. Et je dirais que voilà, c'est un petit peu ce qu'on considère être notre rôle. C'est-à-dire que ça fait, voilà, comme on le disait tout à l'heure au début, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que ça dure. Est-ce qu'à un moment, on n'essaye pas d'anticiper, éventuellement même, comme on l'a évoqué dans certaines de nos réunions, et certains ont commencé à le faire, c'est d'écrire un paragraphe dans la lettre de mission en disant, voilà, aujourd'hui, monsieur le client, le mode de rémunération, il est celui que je vous ai décrit avec je ferai transparent sur les frais d'entrée, les honoraires, etc., et les commissions, pardon, et de lui faire un petit paragraphe en lui disant, mais demain, ce modèle peut changer et on peut sans doute passer à un modèle des honoraires, avoir 4-5 lignes, un petit couplet sur le sujet pour déjà le préparer, déjà obtenir son accord de principe, même si on n'y met pas les modalités qui sont, comme on le disait, à votre imagination, mais dans lesquelles on met déjà les principes et on commence déjà à le sensibiliser sur le sujet. Alors, j'ai vu aussi une question qui était, bon, ça c'est bien pour les gros, mais pour les petits, ben, je crois C'est bien le que sujet, oui. Enfin, voilà. c'est aussi le sujet. C'est aussi ce qui s'est passé en Angleterre, où on a vu qu'effectivement, bah, les petits portefeuilles ensuite n'étaient plus traités. Et c'est aussi un des messages que l'on fait passer en disant, bah voilà, est-ce qu'on veut que ça disparaisse comme ça a été le cas, comment dirais-je, en Angleterre, dans certains pays scandinaves, je crois en Hollande aussi, où bah, les petits porteurs n'ont plus que leur écran et Internet pour C'est aller ça. se promener
comment dirais-je, dans cette forêt qui est quand même assez complexe pour comprendre que fait tel produit, encore une fois, sur les différents, qui soient structurés au PCVM, private equity, ETF, comment il s'y retrouve le client tout seul face à ces interrogations. Mm. Sur les petits clients et sur le fait effectivement que le conseil en gestion de patrimoine, du coup, sera plus tourné vers les patrimoines intéressants, ça c'est une réalité. On l'avait déjà posé il y a plusieurs années avec différentes études qui avaient été menées en collaboration avec toutes les associations de place, notamment l'étude KPMG, qui avait fait un gros travail là-dessus. Ouais. Et c'est un discours qui n'est pas du tout passé au niveau de la Commission européenne. Donc, c'est un sujet qui a été déjà mis sur la table plusieurs fois. Donc, Il faut effectivement savoir, c'est et que d'un sans côté, écoute pour le moment. on a deux écueils, hein. On a l'écueil numéro 1 qui est l'interdiction des commissions, et puis on a l'écueil numéro 2 qui sont sur les plateformes financières en ligne directement et qui vont aller concurrencer qui vont nous concurrencer sur les petits portefeuilles. Donc voilà, il faut le savoir, et c'est encore une fois, c'est la raison pour laquelle on essaye d'anticiper, de vous alerter et de vous apporter cette réflexion en amont. On ne dit pas que c'est simple, on ne dit pas qu'on a le modèle tout fait, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en parler et essayer de regarder les choses en face, même si elles ne sont pas forcément amusantes à regarder. Alors du coup, il y a une question, du coup, les rétrocessions iront pour les assureurs et les CGP? Non, en fait, ce Non, sera la même chaîne de distribution puisqu'on aura un benchmark. Donc, parallèlement, ça va toucher l'ensemble de la chaîne de distribution. Les SGP vont devoir significativement baisser leurs frais de gestion. Les assureurs vont déréférencer les SGP les plus chers, etc., etc. Donc, c'est une chaîne qui va changer entièrement, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? mais sur le stock, ah bah là, pareil, c'est pareil, bien sûr, question sur. Oui. Alors effectivement, les deux questions, une sur le stock. Est-ce que ce sera le stock qui sera pris en compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 100 millions d'euros d'encours et puis je continue à travailler avec ça. Et puis les 20 nouveaux millions qui arriveront dans les années suivantes, la règle s'appliquera. Ou est-ce qu'elle s'appliquera également sur le stock? Ça, on ne sait pas. Difficile de le dire, on n'a Non. pas les réponses. Sur est-ce qu'il y aura de la concentration? Les sociétés de gestion, quand on discute avec elles, pour ceux qui ont l'habitude de diriger de discuter avec ou l'occasion de discuter avec des dirigeants de sociétés de gestion, moi j'en croisais un l'autre jour qui me disait avant on était bien avec 500 millions d'euros d'encours. Aujourd'hui, il faut qu'on en ait 700. Et à 700, on est tout juste parce que la réglementation, les contraintes, l'informatique, il faut qu'on développe. Donc, tout ça, et si alors en plus on leur demande de baisser leur marque, certainement que ça va générer de la concentration. C'est une possibilité, oui. Je n'ai pas vu tout le bandeau d'autres questions auxquelles on essaie de répondre rapidement. Les émetteurs vont devenir plus gros s'ils ne partagent plus les marges. Ouais. Pas forcément, étant donné qu'ils vont avoir moins de prix étant donné que le prix va baisser, ils ne seront pas plus riches en fait. Mais il y aura un mouvement de concentration. Alors, j'ai essayé de répondre aux C'est un questions au mouvement de fur et à mesure où. concentration qu'on retrouve actuellement, sans faire de faux semblants, sur le marché des CGP, où on a déjà un mouvement de concentration qui est en train de se dessiner. Quelqu'un pose la question sur ce que sont les clean shares. Les clean shares, comme l'annonce son nom, donc c'est des parts shares clean, donc sans comment dirais-je, prélèvement d'une potentielle commission qui nous est reversée. Donc elles sont clean de prélèvement de commission. Donc ça veut dire que quand on place 100, à la limite, s'il y a pas ou très peu, le client replace pratiquement 100, alors que quand il y a des commissions sur une part retail, donc une part distribution, au lieu de placer 100, il place peut-être 99 ou 98 en fonction de la commission qui est prise. Les petits CGP vont se comporter comme les conseillers bancaires de banque de dépôt. Non, pas nécessairement, en fait, c'est ce qu'on vous disait. L'enjeu, c'est de mettre en valeur d'autres compétences, notamment la planification patrimoniale, le suivi patrimonial dans le temps, etc. Mettre en avant des compétences purement de gestion de patrimoine pour justement se distinguer des conseillers bancaires classiques.
Oui, mais dans les mouvements de concentration, les plus petits seront moins bien traités. Moins de quali pour les clients, là encore, c'est un message qu'on défend, hein, c'est-à-dire que Oui, c'est le sujet en disant qu'aujourd'hui, vendre la part la moins chère, on considère que c'est pas forcément la solution la mieux conseillée pour le client. Donc, évidemment, on est arc-bouté contre cela. Voilà. Maintenant, oui, voilà. Bah, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est mieux. Enfin, c'est le principe qui est effectivement discuté et c'est tout le sujet de la RIS, oui. est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on aurait échappé? Alors moi, de mon côté, je n'ai pas d'autres questions. Vous avez répondu Écoutez, à je crois qu'on arrive pratiquement au terme. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on vous remercie pour vos réactions, on vous remercie pour votre présence. Je confirme qu'il y aura un replay, hein, ça a été dit par Eva. Alors, est-ce que ce sera plus de trading ou pas? J'en sais rien, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on se transforme non plus en trader, salle de marché, c'est pas notre métier. Et puis, le trading, ça apporte des frais d'arbitrage et c'est pas forcément moins coûteux pour le client. Donc voilà, beaucoup d'interrogations. On essaiera peut-être également de vous mettre, pour ceux que ça intéresse, quelques liens sur le sujet. Si d'aventure vous avez envie de lire un peu si vous avez du mal à dormir le soir, quelques articles sur le sujet. Et si on n'a rien d'autre, Émilie, Eva Oui, ou ben, de toute Paola. façon, on tiendra les adhérents informés des différentes actions Bien sûr, bien sûr, menées par la Chambre. tout à fait. Ben, merci à tous et très bonne soirée. Merci à tous.